Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. C'est une expérience pionnière initiée par la Suisse et dont le Bénin s'inspire, et ce depuis 2003, pour faciliter une meilleure insertion des jeunes dans le tissu socio-professionnel. Il s'agit bien de la formation de type la formation professionnelle par apprentissage de type dual, en d'autres termes, une formation école-entreprise. 70% des apprenants en Suisse passent par cette étape et le Bénin aussi veut faire de ce type de formation la solution ultime pour impacter la société et l'économie. Comment se déroule alors ce type de formation et quelles en sont les opportunités? Grosse question à laquelle nous devrions répondre au cours de cette émission. Et c'est à cet exercice que nous nous prêtons ce soir en plateau avec le professeur Ursula Renault. Elle est professeure à l'école polytechnique fédérale de Zurich, c'est en Suisse. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Juste à vos côtés, Alain Dossa, vous êtes cadre au ministère donc, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, juste en face de vous, le professeur Esaïe Gandonou, vous êtes professeur à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et puis, juste à vos côtés, le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, Joanno Amouzou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter et partager donc ces instants avec nous pour éclairer justement la lanterne de nos amis téléspectateurs. De part et d'autre sur ce plateau, nous aurons également des personnes averties qui vont intervenir dans cette émission et puis des bénéficiaires également de ce type de formation qui auront le temps de nous dire un peu comment est-ce qu'ils ont vécu cette formation et ce qu'ils gagnent justement de cette formation et ce qu'ils font actuellement après avoir suivi toutes ces années de formation. Ma première question, elle s'adresse à vous, professeur Ursula Renault. Vous êtes, je dirais, pionnière en Suisse donc, de cette initiative, de ce type d'apprentissage, cette formation de type dual. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre à travers la formation par apprentissage de type dual? Bon, une formation de type dual, c'est quelque chose qui existe de 100 années en Suisse. Parce que le milieu entreprise a toujours eu besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'était le début. Et puis après, dans la dernière siècle, on a constaté qu'une jeune gens qui veut faire l'échelle dans les universités ou des autres formations professionnelles supérieures degrés, ils ont besoin d'une certaine éducation générale. Okay. C'est pourquoi on a développé cette approche duale. Ça veut dire, vous apprenez une partie à l'entreprise. Ça veut dire, une semaine, vous avez 2, 3, 4 jours où vous apprenez et vous aussi travaillez à l'entreprise comme une jeune à 15 ans, 16 ans. Et l'autre jour, 1 ou 2 jours, vous allez à l'école professionnelle et vous apprenez le partie théorétique. Et ça dure de 3 ou 4 ans, ça dépend de l'occupation. Oui. Et à la fin, vous recevez un diplôme fédéral pour cette occupation. On a 230 occupations où vous pouvez faire cette brevet ou ce diplôme. Et la richesse de la Suisse, nous sommes un des pays les plus performants, les plus innovants. Oui. La richesse de la Suisse vient de ce système d'apprentissage. Parce que si vous faites une innovation, si on a des chercheurs qui ont produit quelque chose de nouveau, ce n'est pas seulement les académiques que vous avez besoin, vous avez surtout besoin de main-d'œuvre qualifiée pratique. C'est dire donc que vous rapprochez en fait, je dirais déjà, l'emploi de la personne qui veut étudier. Et donc directement, cette personne au sortir de ce type d'apprentissage a directement un emploi, c'est cela? C'est ça, exactement. Moi, je suis moi-même très fière de dire que moi, j'ai commencé mon carrière avec un apprentissage sur une banque. Ah bon?
Et Donc puis, vous avez fait, je dirais, le même type de... le même type, oui, exactement. Et ce qui est très, très intéressant, si vous pouvez commencer à 15 ans, vous êtes dans cette phase d'adolescence, vous savez. Et ça veut dire, des fois, bon, on est un peu fatigué d'aller à l'école. Et si vous avez l'opportunité de commencer à travailler dans une entreprise, vous devez être fier parce que travailler dans une banque est... Moi, j'ai eu des contacts avec des clients depuis que j'ai 16 ans. Et ça, c'est quelque chose d'autre. Et ça donne une identité professionnelle à un âge très, très tôt qui est très important. Et puis après, si vous êtes 20 ans et si vous avez une volonté d'aller à l'université ou de faire plus, vous avez la chance en Suisse. Le système suisse est très perméable. Ça veut dire, soit vous faites comme une enfant à 15 ans, vous pouvez aller à l'échelle n'importe où vous voulez. Et ça, c'est le grand avantage, je pense, en Suisse. Le Bénin et la Suisse, j'ai envie de dire que c'est deux pays au destin visiblement commun, puisque le Bénin tire beaucoup d'expérience de la Suisse déjà. Mais vous, professeur Isaïe Gandonou, il y a cette, je dirais, ce conclave, cette formation que vous initiez, ou cet atelier que vous initiez depuis peu à Cotonou, justement, pour sans doute vous pencher sur ce type de formation. Qu'en est-il exactement depuis quelques jours à Cotonou? Oui, merci monsieur le journaliste. Oui. Oui, donc effectivement au Bénin séjourne depuis quelques jours une équipe de recherche, une équipe internationale, qui est composée de chercheurs universitaires de la Suisse, du Népal, du Costa Rica et du Chili. Et c'est cette équipe internationale qui a initié un programme de recherche sur la formation duale. La formation école-entreprise. Et donc, ce projet est financé par la Fondation nationale suisse de la recherche scientifique avec la DDC, le département suisse chargé de la coopération, que on appelle ici souvent DDC. C'est les deux, la Fondation nationale suisse de la recherche scientifique et la DDC, qui soutiennent ce programme dans le cadre d'un vaste programme qu'ils ont initié, qu'ils appellent Recherche sur les problèmes globaux du développement. Et l'emploi des jeunes, l'accès à l'emploi des jeunes est considéré aujourd'hui comme un problème global. C'est un problème majeur aujourd'hui de développement, d'ailleurs, il faut le dire, dans tout le monde entier. Donc, effectivement, mais le problème, c'est que lorsqu'on fouille les documents, on ne trouve pas assez de recherches qui permettent de comprendre pourquoi cette situation, dans beaucoup de pays, la situation des jeunes sur le marché de l'emploi, connaît une détérioration. Pourquoi c'est ainsi? Et quand même, il y a quelques exemples de succès. La Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Et donc, cette recherche est initiée pour poser la question suivante. Comment mettre en cohérence un système éducatif avec les besoins du marché de l'emploi? C'est la question principale de recherche. Comment on met en cohérence le système éducatif et les besoins du marché de l'emploi. Et là, tout de suite, les gens peuvent répondre en disant, c'est la formation professionnelle qui est la solution. Oui, parce que quand vous faites une formation professionnelle, vous débouchez directement sur le marché de l'emploi. Oui, mais beaucoup de jeunes font des formations professionnelles au Bénin, et pourtant, le problème de chômage se pose aussi. Mais pourquoi donc, alors? Voilà, on peut dire quel type de formation professionnelle pour quel type d'emploi ou d'accès à l'emploi. C'est la question. Quel type de formation? Je reprends pour dire sous quelles conditions la formation professionnelle, la formation technique ou professionnelle peut contribuer à une insertion sociale réussie des jeunes. Sous quelles conditions? Et nous travaillons sur une question principale qui est la suivante, qui découle de ce que je viens de dire et qui est, je peux dire, traduit en hypothèse. Donc, c'est ceci que l'hypothèse, c'est que lorsqu'il y a un lien étroit entre le milieu éducatif et le milieu professionnel,
c'est à seule condition qu'on peut assurer une insertion professionnelle sociale d'un jeune. Donc, on veut examiner dans ces pays-là qui sont engagés dans ce projet, quel est le lien, quelle est l'intensité du lien entre le milieu professionnel et le milieu éducatif. Vous savez souvent, qu'est-ce qui se passe chez nous? Le système éducatif est souvent déconnecté carrément du milieu de l'emploi, de absolument l'entreprise. Et donc, mais la situation est différente selon les pays. Et donc, nous avons ces 4 pays-là. Nous connaissons déjà la situation de la Suisse. Hein. Le lien est très, très étroit. Donc, il y a la Suisse. Il y a la Suisse, le Bénin, quel autre pays? Le Bénin, Costa Rica, Rica, le Chili et le Népal. D'accord. Le Bénin et le Népal sont considérés comme les pays à revenus faibles. Disons les pays sous-développés. Oui, à revenus faibles. Je vais utiliser les termes de la Banque mondiale. D'accord. Les pays à revenus faibles. Et le Chili et le Costa Rica sont considérés comme des pays à revenus intermédiaires. Et donc, la situation, on a voulu ce contraste-là pour constater que cette affaire d'intensité du lien entre le milieu professionnel et le milieu éducatif, ça varie. Et donc, les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Quand on dit pays en voie de développement d'une manière générale, et le plus souvent, on veut appliquer des solutions identiques à tout le monde. Nous voulons démontrer que les solutions doivent tenir compte probablement du niveau de développement de chacun des nations. Voilà. Donc, on va faire cette recherche pour montrer dans chacun de ces pays, qui sont dans différents contextes, l'intensité du lien entre le milieu professionnel et le milieu éducatif. Mais déjà au Bénin, il y a cette formation de type dual qui suit son cours, n'est-ce pas? Exactement. Le Bénin a eu cette chance-là d'innover très tôt. D'accord. Depuis 2003. Depuis 2003. D'accord. Alors, ça fait déjà quelques années, Alain Dossa, que ce programme, ce type de formation se déroule au Bénin. J'ai bien envie de savoir le pouvoir public a joué quel rôle dans la mise en œuvre effective de ce type de programme. La crise de l'emploi des années 90 a entraîné une prise de conscience au niveau du Bénin. Et très rapidement, nous avons procédé à une réforme en 2001 de notre système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et au terme de cette réforme, nous avons mis en place 2 certifications qui valorisent le travail de l'artisanat et des autres secteurs, bien entendu. Et donc, 2 certifications, dont le CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui est le diplôme obtenu après une formation dans le dispositif de la formation professionnelle de type dual. Ah d'accord. Donc quand ils finissent, ils obtiennent le CQP. Le CQP. D'accord. Et donc, c'est un dispositif qui a une forte inspiration du système suisse. Bien entendu, je voudrais saluer les initiateurs de l'époque qui ont travaillé de façon très intelligente pour l'adapter aux réalités de notre pays. Okay. Et donc, depuis 2013, ce dispositif fonctionne, donne des produits très efficaces qui s'intègrent très facilement sur le marché du travail au Bénin. Et donc, les bénéficiaires sont ici, ils vont témoigner tout à l'heure. Sans doute, Et le représentant du monde des artisans est ici également pour témoigner de ce que c'est un travail qui se fait entre l'État central, les partenaires privés qu'ils sont
et les autres institutions qui nous appuient. C'est vrai tout ce que vous dites, mais une question reste et demeure. Si mes informations sont exactes, selon les recherches que j'ai faites, ça fait 3 ans. Ils font 3 ans. Après 3 ans, ils obtiennent le diplôme, le CQP dont vous parlez. Exactement. Alors, est-ce que le CQP, parce que récemment nous avons entendu, je dirais, ces quelques problèmes de diplôme non reconnus de part et d'autre, est-ce que ce CQP est reconnu officiellement par l'État? C'est un diplôme d'État délivré par l'État du Bénin. Et donc, je ne sais pas pourquoi l'État pourrait délivrer un diplôme et ne pas le reconnaître. Et donc, même lorsqu'il s'agit de recruter des spécialistes, des ouvriers spécialistes, Oui. le CQP est positionné en très bonne place. Mais est-ce que ces jeunes qui viennent étudier et qui, in fine, obtiennent ce CQP, ils ne suivent pas le cycle normal? D'autres, dans l'enseignement général, vous diront qu'il faut plusieurs années, alors que de l'autre côté, juste 3 ans, vous obtenez un diplôme et déjà, vous êtes sur le marché de l'emploi. Oui, c'est justement ce à quoi nous devons vraiment travailler pour que les jeunes aient des opportunités, n'est-ce pas, d'aller faire un apprentissage rapide qui leur permet de d'intégrer le marché du travail, quitte à poursuivre, comme l'a dit tout à l'heure ici, là, à poursuivre leur formation tout le long de la vie. C'est ça la formation même. Et donc, il ne s'agit pas non plus, de continuer à faire de longues études pour qu'à la fin, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Absolument. Et donc, si on continue avec cette pratique-là, nous n'allons jamais nous en sortir. Alors, Joanno Amozou, vous êtes, je dirais, au cœur même de cette formation, de la délivrance de ce diplôme du CQP. Comment est-ce que, au niveau de cette confédération des artisans du Bénin, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir aider ces jeunes qui veulent faire une formation professionnelle et du coup deviennent, in fine, des artisans qualifiés? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un partenariat public-privé entre le gouvernement et nous, surtout fêtiers. Nous travaillons ensemble avec le ministère pour élaborer les curricula, les chartes de compétences et autres. Nous nous mettons ensemble pour fixer la date des inscriptions, nous lançons et puis les apprenants s'inscrivent. Et les sujets qui sont proposés par nous, les maîtres artisans, dans les 8 branches d'activité. Et ces sujets sont corrigés également par nos collègues artisans. Donc, vous voulez dire en fait que c'est vous qui, je dirais, donnez dispensez les cours aux étudiants, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et quelles sont éventuellement, si vous en avez connaissance, les matières sur lesquelles ils travaillent là-bas? Il y a le français, par exemple. Oui. Il y a la technologie. OK. Et les travaux pratiques. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est au terme de cette formation qui dure 3 ans que vous les évaluez. Il y a la première année, il y a une évaluation, la deuxième année, la troisième année, et au bout de la troisième année, ils passent leurs examens et c'est à la fin qu'ils obtiennent leur diplôme certificat de qualification professionnelle qui est délivré par l'État. Et pour votre expérience, est-ce qu'ils sont nombreux à s'inscrire? Je pense qu'avant, nous faisons le diplôme traditionnel. Dès lors qu'on a introduit le CQP, quoique c'est un diplôme qui est mondialement reconnu et ils ont de l'engouement à aller passer le diplôme CQP. D'accord. Les jeunes ont de l'engouement. Esaïe Gandonou, c'est ce que nous précisait à l'instant Joanno, c'est bien cela. Dites-nous concrètement, est-ce qu'il y a des conditions pour ces jeunes de pouvoir s'inscrire et de bénéficier de ces compétences-là? Merci. Oui, pour ce qui concerne l'engouement. Oui. Pour les recherches
Les résultats des premiers travaux que nous avons eu à faire là, indiquent, par exemple, que et sur la période 2006 à 2014, par exemple, il y a eu 13 000 apprentis 13 000, hein? 13 000 qui ont sollicité l'entrée dans le programme CQP. Mais seulement la moitié a pu être retenue. Pourquoi? Pourquoi? Si tant est que vous voulez aider ces jeunes à trouver un emploi aussi facilement, pourquoi? Parce que c'est un dispositif qui nécessite que l'État mette à la disposition surtout des centres de formation professionnelle, là où ils vont passer une journée sur les 5 de la semaine. L'État doit mettre à la disposition de ces centres-là des moyens. Et chaque année, vous connaissez la situation budgétaire nationale. Vous voulez dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens qui accompagnent compte cette tenu œuvre-là? des moyens disponibles, l'État octroie un nombre de places chaque année. Et parce que pour entrer dans le programme, vous ne venez pas entrer, vous n'entrez pas ex nihilo et vous passez un test qui est presque un concours. Et donc, vous savez, les concours, vous pouvez avoir la moyenne. S'il n'y a pas de place, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi on a. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que pour l'avenir, que le nombre de places augmente. Je crois que l'État a compris les enjeux. Je crois que c'est positionné, je crois, la formation professionnelle est positionnée au niveau du PAG comme une priorité. Vous semblez nous rassurer et défendre l'État, mais le représentant du ministère, justement, est là. Tout à l'heure, vous étiez fier de parler avec aussi grande joie de cette formation, et pourtant, il n'y a pas les moyens pour accompagner cette activité. Oui, vous le dites si bien, il n'y a pas les moyens, mais ce qui vous en êtes conscient? Oui, ce qui est important, c'est notre engagement, c'est notre détermination. L'engagement et la détermination ne suffisent pas. Et les partenaires techniques et financiers nous appuient l'État avec les moyens qu'ils ont, et ça se déroule tant bien que mal. C'est vrai, comme l'a dit le professeur Gandonou, cela revient extrêmement cher, la formation professionnelle, et tout le monde en est conscient. Mais c'est la seule voie qui garantit, n'est-ce pas, un avenir meilleur à la jeunesse et qui rassure qu'au terme d'une formation, on peut rentrer très rapidement sur le marché du travail. Et donc, ce n'est pas pour rien que l'État du Bénin en a fait sa deuxième priorité après l'enseignement primaire. Et donc, pour revenir très rapidement sur la question que vous avez posée au président par rapport aux conditions, je voudrais dire que c'est une formation qui se déroule à deux endroits. Chez le maître artisan, dans son atelier, dans son entreprise, et également dans un centre de formation professionnelle. Et là, pour y accéder, il y a des critères. Il y a des critères parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde. D'abord, il faut être apprenti chez un patron et avoir fait au moins 6 ans. 6 mois. Excusez-moi. Et il faut avoir au moins 15 ans avant donc de passer le test. Et l'apprenti doit également avoir le niveau CM. Parce que le niveau CM, c'est de l'enseignement primaire. D'accord. CM1, CM2? Oui, bon, CM1. D'accord. Au moins. D'accord. S'il a le niveau CM2, c'est bien. Il doit avoir un contrat d'apprentissage avec son patron. Là, vous limitez carrément, je dirais, à travers ces conditions, la chance de ceux-là qui veulent bien participer à ce programme-là. Oui, parce que on est bien obligé de le faire dans la mesure où, contrairement à l'apprentissage qui se déroule uniquement chez le maître artisan, ici, on a besoin, n'est-ce pas, d'appliquer un programme. Donc, c'est une formation qui a un contenu qui est basé sur de la théorie et de la pratique. Est-ce qu'il y a un âge pour déterminer je ne sais pas, ceux qui y participent? Oui, je l'ai dit tantôt, depuis 15, 16 ans. c'est 14 ans, 14 il y a ans. quelques années, mais lui et moi,
a fixé désormais 15 ans pour accepter un apprenti dans un centre de formation. D'accord. Professeur Ursula, des critères, des conditions pour pouvoir accéder à ce type de programme. Est-ce qu'en Suisse, c'est la même chose? Non, c'est un peu différent. Nous n'avons pas de critères. Ça veut dire chez nous, vous devez seulement finir l'école obligatoire. Oui. Et puis, après, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, c'est clair. Si vous voulez aller à une gymnase, un baccalauréat académique, vous devez avoir une certaine intelligence, une certaine capacité intellectuelle avant que vous pouvez suivre. Ça veut dire les notes sont importantes. Tandis que pour la formation professionnelle, les entreprises disent le comportement est beaucoup plus important que les notes à l'école. Bon, vous devez lire, vous devez calculer. Pourquoi le comportement parce qu'il attend que l'apprenti, si l'apprenti veut travailler dans cette maison, par exemple, la personne arrive en temps le matin, est disciplinée, veut travailler, a une certaine volonté de contribuer à cette entreprise. La motivation des jeunes est beaucoup plus importante pour les entreprises que les notes de l'école. Parce qu'ils disent, si on voit que cette personne a une passion pour cette profession, un certain dévouement en fait. Exactement. Il peut les développer dans l'entreprise beaucoup plus vite que s'ils ont des bonnes notes, mais ils n'ont pas envie de faire la profession. Ça veut dire, ça peut être un défi. Je vois, les pays sont très différents. Ça veut dire, c'est vraiment important que vous pouvez lire, écrire et calculer. Ça, c'est des compétences de base, ça vous devez avoir. Et puis, mais après, on peut discuter quelles sont vraiment les conditions. Bon, vous devez financer l'école. Ça, c'est naturellement un point qui est dans les pays de développement pas facile. Mais de mon expérience, ça c'est au début le problème. Jusqu'au moment où vous avez toutes les institutions nécessaires, surtout le milieu économique, très convaincu, très derrière, une stratégie qui disent oui, on a une volonté de contribuer parce qu'à la fin, pour nous, c'est un investissement. Ce n'est pas seulement un facteur de coût. Non, et en Suisse, on sait par la recherche, les entreprises gagnent un petit bénéfice à la fin. D'accord. Alors, au Bénin, l'initiative, elle a démarré depuis 2003, on l'a rappelé. Combien de promotions déjà sont sorties de cette Oui, la école? première promotion a subi est entrée en formation en 2006, Oui. 2005-2006. Et donc, le programme continue, ça continue jusqu'en 2015. Oui. Actuellement, il y a une petite phase d'évaluation qui est en cours. D'accord. Et pour de petits ajustements. Et le représentant du ministère peut-être va mieux expliquer cette phase-là. Et la reprise est pour bientôt. Exactement. Avant peut-être vous comprenez, après 10 ans d'expérience, oui, il était temps qu'on s'arrête qu'on marque une pause pour faire une bilan. évaluation. Okay. Et donc, l'évaluation a décelé quelques insuffisances et cela nous permet aujourd'hui de donner une nouvelle orientation. Pour avoir un CQP rénové. On va parler de ces insuffisances, de ces difficultés et de ce que vous prévoyez justement pour avoir réellement un CQP rénové, comme vous le dites. Oui. Sur le plateau, je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, nous avons le plaisir d'avoir justement des jeunes qui ont participé à ce programme, qui en sont sortis aujourd'hui et qui peuvent quand même se réjouir d'avoir passé 3 années de formation. On va démarrer par la dame juste au milieu des deux charmants monsieur. Madame, bonsoir, vous allez vous présenter à nous. Oui, bonsoir monsieur. Moi, je me nomme Tokoto Latifat et je suis maîtresse coiffeuse. Ok. Alors, comment avez-vous découvert ce type de formation et que s'est-il passé plus tard? Racontez-nous un peu. Je l'ai découvert au cours de ma formation. Là, j'ai entendu parler... Ajustez bien votre micro, il n'y a pas de crainte, oui. Voilà. Là, j'ai entendu parler du CQP. Bon, on nous a fait appel, on a fait le test au lycée Koulibaly en 2006. Depuis 2006 hein? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est par là, je suis passée par le test et j'étais admise. On a commencé la formation. Et dans une semaine,
on a une seule journée pour la formation et chacun se rend dans un centre de formation. Chacun se rend dans un centre de formation oui. de son choix, c'est ça, ou le centre de formation vous était imposé? Non. Bon, le test, ça dépend. Là, on a déposé nos dossiers. OK. Moi, j'étais dans le centre de Black Steel. Et c'est là où je suis... Sans pour autant faire de la pub pour cette bon, société-là, non? Excuse-moi. Donc, vous avez suivi cette formation? Oui. J'ai fait 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année. J'ai passé le test. Et comment cela se passait, les enseignements, puisque vous dites que vous avez une journée de formation pratique, je dirais, les autres jours, c'est de la théorie. Comment cela se passait? Quelle était l'ambiance avec, je dirais, vos professeurs, vos enseignants? C'était pas mal, c'était très bien quand même. Selon moi, c'était pas mal. Moi, j'étais plus motivée parce que la coiffure, je n'étais pas partie trop pour ça. Mais le CQP m'a tellement motivée et je me suis dit que vraiment, si je fonce là-dedans, je vais réussir et vraiment, je l'ai eu. Vous receviez des cours, vous preniez notes, vous apprenez? Oui, on reçoit des cours, on fait des interros, des devoirs. À la fin, on a notre bulletin avec des appréciations des formateurs en plus. Et vous avez toujours été la meilleure ou quelquefois ça chutait un peu? Moi, j'étais la deuxième quand même dans mon centre. J'espère que vous ne faites pas, vous ne glissez pas sur la vérité. Pas du tout, Vous ne flattez pas du tout. J'étais la deuxième. Ah bon? Ah oui. D'accord. Et aujourd'hui, après ces 3 années, vous êtes sortie diplômée du CQP. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Actuellement, je suis une formatrice et j'ai mon salon. Je suis fière avec plusieurs apprentis autour de moi. D'accord. Merci. C'est une belle expérience. Peut-être que je vais revenir à vous. Je sais que de l'autre côté, il y a également, juste au milieu, monsieur, vous allez vous présenter à nous et nous raconter également votre expérience avec ce type de formation professionnelle là. Ok, moi, je me nomme Safo Vincent, maître coiffeur. Et je suis diplômé CQP. Bon, la formation, bon. Et ça s'est commencé par une test. Il y a eu un test, oui. Oui, comme l'autre l'avait dit. Oui. Et que on m'a sélectionné et j'ai pu commencer. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières tout le long de votre cursus? Et au niveau des formations? Oui, au niveau des formations, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières que vous avez rencontrées? Oui, nous avons des difficultés parce que on avait laissé les bancs, ça fait longtemps. Okay. Et oui. Et puis, on a commencé par un apprentissage chez un patron. Oui, un apprentissage chez un patron. Oui. Mais, et puis, cet test et concours-là, ça s'est venu et puis on a commencé. Okay. Bon, on a un peu de difficultés au niveau de français, faire tout ça. Parce qu'on a reçu beaucoup de professeurs. Nous avons eu des professeurs de français, professeurs de maths, professeurs de technologie. Et vous n'aimiez pas tout ça? C'était trop compliqué pour vous déjà? C'est bien. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Oui. Mais si tu veux réussir dans ta vie, tu vas mettre ta tête, ton pied, tout dedans. Et c'est ça qui a fait que moi, je suis là aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui, vous êtes tout fier, hein? Oui, je suis très fier parce qu'il y a des choses que je ne vois pas chez mon patron. Mais dans ce système-là, bon, je vais plus gagner. Vous voulez dire que vous avez gagné un certain professionnalisme? Oui. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu gagner là-bas parce qu'il y a des matériels qu'on a allé voir là-bas. Okay. Et puis, on ne voit pas au niveau de nos patrons. Mais on a pu voir là-bas. Et puis, ça s'est bien passé. D'accord. Tout à l'heure, je vais revenir à vous et vous allez vous adresser à tous ceux-là qui vous regardent et qui, sans doute, ont envie de faire la même expérience que vous. À vous entendre, c'est sûr qu'ils sont encore plus que jamais motivés à pouvoir faire ce type de formation. Professeur Ursula, vous avez suivi ces 2 jeunes qui sont sortis de cette formation avec leur diplôme. Qu'est-ce que ça vous fait?
ça me touche émotionnellement parce que si je vois comment ils se prononcent et comment ils sont fiers, je dis c'est le même chez moi, c'était exactement le même. Et surtout si on commence à faire une carrière, à former la génération des autres jeunes, ça c'est naturellement très très bien pour le pays. Ce sont des modèles pour toute la jeune génération au Bénin. Alors, je peux seulement vous motiver de poursuivre votre carrière et de motiver les autres, d'agir comme un rôle modèle parce que vous êtes des ambassadeurs pour l'apprentissage au Bénin. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi, des fois, moi, comme professeur, je dis, moi, j'ai commencé comme une apprentie. Parce que les gens pensent qu'un apprentissage, c'est quelqu'un pour les enfants des autres parents. Non, l'apprentissage dans tous les pays doit être quelque chose pour tout le monde. Parce que si votre économie veut se développer, vous avez besoin les main-d'œuvre qualifiées d'une façon comme on a entendu les deux jeunes personnes. Et moi, je travaille avec 20 pays et je peux vous dire aussi les États-Unis, tous les pays ont le même problème. Ah bon? Ça veut dire vous êtes avancé ici parce que vous avez la Confédération nationale des artisanats du Bénin. Il y a des autres pays qui n'ont pas une association comme ça. Ça c'est un avantage. Le problème de développement, c'est, je dois dire, 2003. Maintenant, nous avons 2018. C'est une période courte, très courte. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre que tout le pays change en ce moment. Moi, je dis que ça dure 20 années. Jusqu'au moment où les parents, le pays, le sont, maintenant nous avons changé le système. C'est dans tout le monde, et aussi en Suisse. Nous sommes en train de réformer notre système, même aussi maintenant, et parce que le marché du travail change tout le monde, toujours. Okay. Avec la technologie maintenant, le changement de digitalisation, nous devons changer toujours. Mais la seule chose, et je pense que le professeur Isaïe Konto nous l'a dit, le partenariat entre le milieu économique et le milieu du gouvernement est absolument indispensable. Parce que le milieu économique, lui, ils font des innovations, ils mettent des nouveaux produits sur le marché. Et si les jeunes peuvent vraiment apprendre ce qu'est la nouvelle technologie au Bénin, ou les nouveaux produits, la manière que vous faites la coiffure, et tout ça, ça c'est l'avantage. Parce que si on a des écoles professionnelles à plein temps, c'est toujours considéré comme quelque chose qui n'est pas assez haut que l'académique. La voie académique. Et c'est pourquoi, fonctionnellement, si vous avez une formation duale, c'est fonctionnellement quelque chose de différent parce que vous apprenez dans l'entreprise et vous pouvez travailler en même temps. À la fin, vous êtes terminé. Chez nous aussi, 3 ans, formation professionnelle. Si vous avez 19 ans, vous êtes prêt pour entrer le marché du travail et vous travaillez pendant 3, 4, 5 ans et puis vous prenez une autre étape, une formation professionnelle supérieure par exemple, ou bien si vous voulez aller à l'école ou à l'université, c'est ouvert. Ça c'est la piste où je recommande aussi au Bénin parce que c'est ça que vous avez besoin. Nous avons 70% des jeunes qui font l'apprentissage. 70%. 70%. Ça veut dire, chez nous, nous avons des personnes qui ont des compétences transversales et aussi, je dois dire toujours, les Einstein, les gens qui ont la capacité intellectuelle qui se décident pour une formation professionnelle, mais pas comme première étape. Okay. Et puis après, vous pouvez continuer. Vous avez, comme vous l'avez dit, pendant toute la vie, l'occasion de vous former encore une fois, parce que maintenant, dans cette phase de changement, la globalisation, tous nous devons nous éduquer, réformer 2, 3, 4 fois pendant toute la vie. C'est pourquoi, oui.
vous avez tous les ingrédients. Je pense que la seule chose est une coopération entre les institutions. Vous êtes très fier de cette expérience béninoise. J'ai l'impression que c'est déjà le début d'une mission qui est en train d'être bien accomplie. Alain Dossa, Madame a parlé, le professeur a parlé de cette complémentarité qui devrait pouvoir avoir entre le système dual, l'apprentissage, et notamment l'exécutif, le gouvernement. Oui, il est réel. Oui. Parce que autour de cette formation duale, Oui. il y a les partenaires privés, il y a organisé au niveau de leur fêtière, qu'on appelle la Confédération nationale des artisans du Bénin, avec leur structure décentralisée jusqu'au niveau des communes, ceux avec qui nous travaillons tous les jours. Il y a les structures publiques, comme ma direction, la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, comme le fonds, le FODEFCA qui assure le financement. Nous avons également d'autres directions au niveau du ministère du Travail qui s'occupent des questions liées à la législation. Et donc, tout cela rassemblé, eh bien, on arrive, n'est-ce pas, à se retrouver pour échanger et voir quelles sont les difficultés qu'il y a, comment on peut les solutionner et comment on peut aller de l'avant. Donc, il y a quand même une certaine synergie qu'on peut saluer. Je peux dire que ce n'est pas totalement parfait, mais on travaille ensemble. D'accord. Vous avez suivi ces deux jeunes-là qui ont raconté, je dirais, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, ce qu'ils ont vécu pendant les 3 ans et ce qu'ils font désormais, grâce notamment à cette formation qu'ils ont pu acquérir au cours de ces 3 années de formation. Le professeur Renaud en était toute fière également. Oui. Vous avez parlé d'un CQP rénové. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour cela? Voilà. Et donc, comme je le disais au début, l'expérience a démarré avec quelques rigidités que nous sommes en train aujourd'hui d'assouplir. Par exemple, il était dit que l'État devrait assurer à lui seul plus de 90% du financement de la formation. Et donc, compte tenu des moyens limités de l'État, il arrivait que des gens qui voulaient rentrer dans la formation pouvaient être bloqués. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager sérieusement que des gens qui désirent rentrer dans la formation et qui ont les moyens puissent assurer leur formation sans difficulté. Désolé, je n'ai pas compris. Vous voulez dire que ces jeunes-là eux-mêmes vont financer, c'est ça? Ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens. Aucune formation n'est gratuite, mon cher ami. Et donc, la rigidité se situe au niveau du fait que... Ça va être difficile quand vous demandez à ces jeunes-là de pouvoir financer leur formation eux-mêmes, alors que vous devriez pouvoir les accompagner pour faire le travail. Non, ça va être compliqué. Non, pas du tout. Pourquoi vous prenez... C'est à la limite, excusez du peu. Pourquoi vous prenez le débat de cette manière, alors que les jeunes, quand ils vont dans le système normal, ils sont dans l'enseignement général, les parents sont prêts à payer leur formation aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils obtiennent un master ou un doctorat. Ce n'est pas la même chose. Comment ce n'est pas la même chose? L'apprenti, c'est un enfant comme tous les autres qui a besoin d'une formation. Pourquoi vous pensez que quand ça se passe... Alors, mais est-ce qu'il y a des facilités pour ceux-là, par exemple, qui n'auraient pas les moyens et qui veulent bien faire ce type de formation? Ça, c'est des cas différents. Okay. Et les déscolarisés précoces et les gens de situations difficiles sont pris en compte. Okay. Mais cela dit, il y a des gens dont les parents ont
les possibilités, ont les moyens d'assurer leur formation. C'est de ceux-là que nous parlons et qui sont empêchés parce que l'État n'a pas toujours tous les moyens pour les prendre en compte. Ceux-là. D'accord. Voilà. Le professeur Esaïe veut réagir justement sur cette question-là, parce que c'est très important. Quelque chose. C'est vrai, le CQP est en évaluation en ce moment. C'est ça. Et une des pistes qu'on est en train de, que le ministère, pas les chercheurs, le ministère exploite. Nous, on va réfléchir sur ça. Les chercheurs vont travailler sur cette piste-là. Et donc, ce que nous avons appris, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 13 000 enfants qui ont demandé à être inscrits. Quand ils ont passé le test, le gouvernement n'a pu prendre que la moitié. Parce que le nombre de places que le gouvernement peut financer, et parce que c'est était limité. Le nombre de places limité. D'accord. Maintenant, les 50% qui n'ont pas pu, peut-être parmi eux, il y a des gens qui sont prêts à payer le dispositif. Les tests avant ne permettaient pas. Actuellement, le ministère est en train d'envisager d'alléger un peu, de revoir un peu cette rigidité-là. Et tous ceux qui n'ont pas été pris en compte parce que l'État a un nombre de places limité à cause du financement qui n'est pas totalement disponible, tous ceux qui ont une certaine moyenne, la moyenne au Bénin c'est 10. Parce que dans le cas du test, vous pouvez avoir 15 et ne pas avoir de place. Parce que le nombre de places est limité. Tous ceux qui ont cette moyenne-là et qui pensent que les parents sont prêts à financer leur formation comme on finance pour les autres enfants, tous ceux qui peuvent le faire avec la réforme, l'allègement des tests, ils peuvent maintenant être pris en compte. Ce qui n'était pas le cas avant. Je voudrais très rapidement, parce que je veux bien suivre. Ce que nous disons, cela ne vient pas du ministère. C'est une demande qui vient de la base et au niveau de tous les forats, là où nous nous retrouvons entre nous pour discuter, les gens l'expriment clairement et pas plus tard ce matin, ils l'ont exprimé également. Donc, c'est un désir qui vient de la base et que nous sommes en train de... Donc, vous allez pouvoir intégrer cela. Oui, voilà. M. Amouzou. L'artisanat est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi au Bénin aujourd'hui. Absolument. Et qui fait que même les étudiants qui n'ont pas de l'emploi sont obligés de venir se former auprès des maîtres artisans. Nous avons quelques exemples, quelques cas qui sont avec nous et qui aujourd'hui ont passé le CQP. D'accord. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on doit encourager. D'accord. Juste avant de venir à vous. Oui. Parce que, très rapidement, parce que nous avons encore quelques petites minutes. Dialogue. Oui. Le professeur Youssoula a parlé de quelque chose. Une formation duale, sans le dialogue entre les partenaires que sont les entreprises et le milieu éducatif constitué du ministère de l'Éducation et de la Formation. S'il n'y a pas un dialogue, la formation duale ne marche pas. D'accord. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que la formation duale nécessite des réformes permanentes. Vous pouvez demander au professeur Youssoula en Suisse, il y a eu des elle parlait ce matin de près de 500 réformes. D'accord. Donc, nous ne devons pas avoir peur des réformes. C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, la formation duale l'exige. Juste derrière, il y a le représentant du FODEFCA, ce fonds-là, qui appuie également au financement. En 30 secondes, vous allez nous dire votre expérience. En 30 secondes, dire votre expérience avec justement cette confédération et puis ce programme-là. Oui, très rapidement. La formation de type dual est un dispositif mis en place qui est composé de plusieurs acteurs dans le FODEFCA. D'accord. La collaboration se passe bien parce que les enfants qui vont au test de recrutement sont présentés par la Confédération nationale du Bénin. C'est les associations qui présentent les candidatures des apprentis. Et le recrutement se fait par la DTFP. Et à la fin de ce test de recrutement, la liste des admis est transmise au FODEFCA pour financement. D'accord. Donc quand la liste arrive, c'est en fonction de l'enveloppe que les groupes pédagogiques sont retenus et nous mettons le financement en place pour
que les prestataires, qui sont les centres de formation que nous utilisons, démarrent la formation de ces apprentis. D'accord. Je crois que c'est très clair maintenant. Hein. Oui. Et la formation du 3 ans, chaque année, quand un centre finit sa prestation, elle reçoit ses rémunérations et on poursuit. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais laisser Lastifat dire un mot à tous ceux-là qui ont envie justement d'avoir ce diplôme comme elle en 10 secondes là, très rapidement. Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est tout juste leur dire de foncer. Oui. Parce que dans la vie, quand on a la volonté de faire quelque chose et on se donne, on réussit. D'accord, merci beaucoup. Très brève, très concise. Professeur Ursula, nous allons conclure cette émission avec vous. Vous avez vu cette expérience béninoise, je dirais, issue de ce que vous faites, de ce que vous initiez en Suisse notamment. Un mot pour conclure cet entretien. Vous êtes sur la bonne piste, à mon opinion. Vous avez toutes les institutions nécessaires. Vous avez un projet pilote qui marche. Je peux seulement recommander que vous travaillez maintenant sur la gouvernance et sur l'amélioration du dialogue avant que tout le monde comprenne comment ce système du CQP marche. Merci beaucoup, professeur Ursula Renaud. Je le rappelle, vous êtes professeur à l'école polytechnique fédérale de Zurich, c'est en Suisse. Merci d'être passé sur ce plateau, professeur Esaïe Gandonou, merci. Vous qui dirigez tout ce groupe-là de recherche qui travaille donc à innover, à rénover réellement ce CQP. Merci d'être passé par ici. Merci également au président donc, de la Confédération des artisans du Bénin. Et puis à vous également, Monsieur Dossa, merci. On a tout dit, vous êtes tellement revenu sur, je dirais, les innovations, cette rénovation que vous voulez apporter donc au CQP pour que cela puisse réellement aider les jeunes qui ont envie de faire ce métier. Merci d'être passé par ici pour exposer les tenants et les aboutissants de ce projet. Merci à vous aussi d'être restés avec nous. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous êtes restés avec nous pendant toutes ces minutes. Vous avez compris maintenant ce que c'est que cette formation de type dual en réalité que le Bénin met en exergue depuis 2003, issue donc de cette expérience suisse qui est pionnière dans cette initiative. Merci de votre aimable fidélité. Bonsoir chez vous.